Les forces de défense du Rwanda, en soutien de leurs marionnettes du M23, poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. Je partage avec vous la douleur et l'indignation face à ces attaques barbares. Ces actes ne sont pas seulement une attaque contre la République, mais une offense à l'histoire et à la dignité de notre peuple. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Aujourd'hui, nous revenons sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo, où les combats font toujours rage entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et les forces armées de la République démocratique du Congo. Lors de notre dernière émission, nous avions dit que les rebelles avaient totalement conquis la ville de Goma, ce qui n'était pas vrai. Ils occupaient l'aéroport, ils occupaient également les locaux régionaux de la radio-télévision nationale congolaise. Finalement, c'était lundi. Mardi, c'était lundi, mais ils ont été délogés par après par les forces loyalistes. Ils ont été délogés des positions qu'ils occupaient. Et finalement encore, ils sont revenus. Ils ont repris les positions à l'aéroport et ils ont encore une fois occupé les locaux régionaux de la radio-télévision nationale congolaise. Et actuellement, le M23, au terme des combats intenses, le M23 et les forces de la RDF, les forces rwandaises, occupent la majeure partie de la ville de Goma. Il serait d'ailleurs en train de se diriger vers d'autres localités, vers la province du sud du Kivu. Pour cela, on y reviendra certainement dans nos prochaines émissions, puisqu'il y a des développements énormes, si on peut dire. Mais ce que nous voulons dire aujourd'hui, d'abord, nous voulons insister sur le fait que les rebelles ont pris le dessus sur l'armée gouvernementale, non seulement dans la ville de Goma, mais aussi dans plusieurs localités de cette province, non seulement du Nord Kivu, mais également dans la province du Sud Kivu. Et les combats continuent. Et si les rebelles sont parvenus à avoir une telle force de feu, c'est que l'armée rwandaise ne se cache plus, ne cache plus son soutien massif à ces rebelles du M23. Évidemment, dans les langages diplomatiques et dans les discours officiels, le président rwandais, les ministres des Affaires étrangères, tous les communicants du gouvernement rwandais continuent de nier, mais l'évidence est là. C'est l'armée rwandaise qui se bat contre les forces armées de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, pour que la prise de Goma, qui est, comme je le disais, occupée en grande partie par ces rebelles et leur soutien rwandais, c'est que le Rwanda a envoyé des renforts, beaucoup de renforts. Certaines sources parlent de plus de 10 000 hommes, plus de 10 000 éléments des forces spéciales du Rwanda qui ont traversé la frontière entre Gisenyi et Goma en vue justement de faciliter la prise de la ville de Goma, ce qui est en cours. Et l'intensité des combats a fait que les troupes, le contingent de la SADC, cette communauté, la SAMI DRC, la force
envoyé par la communauté économique des États de l'Afrique orientale et australe, a participé au combat. La MONUSCO également, la mission des Nations Unies au Congo, a participé au combat. Et il y a des éléments de la SAMUDRC qui sont morts, qui sont tombés sur le champ de bataille. Et il y a des éléments de la MONUSCO qui sont également morts. On ne parlait pas de blessés, on parlait des morts. Parmi les morts de la force de la SAMUDRC, il figure 9 Sud-Africains. Ce qui provoque une sorte de crise diplomatique entre l'Afrique du Sud et le Rwanda. Nous avions appris, ou nous allons y revenir, quand on va parler des efforts diplomatiques pour essayer de régler cette crise de façon négociée. Nous avions appris que plusieurs dirigeants mondiaux ont appelé à la fois le président Félix Tshisekedi du Congo et le président rwandais Paul Kagame. Évidemment, selon les usages, on ne nous donnait pas la teneur exacte des discussions qui ont eu lieu. On se contente de communiquer souvent laconique qui nous parle d'un entretien téléphonique de tel ou tel. Nous avions justement dans ce contexte appris que le président sud-africain Cyril Ramaphosa avait appelé le président Paul Kagame et avait appelé également le président congolais Félix Tshisekedi. Nous ne savions pas ce qui s'était dit, même si les communiqués parlent que les entretiens ont porté sur le conflit en cours à l'est de la République démocratique du Congo, mais là, c'était langage normal. Lors d'une réunion tenue ce mercredi soir entre les chefs d'État des États de la communauté des États de l'Afrique et de l'Est, c'est là où le président rwandais a annoncé publiquement que lors de son appel téléphonique avec le président Ramaphosa, celui-ci l'avait menacé. Menacé pourquoi? Justement parce que le président sud-africain n'était pas content de la mort de ses ressortissants qui sont allés participer à l'opération de maintien de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Et le président Paul Kagame, dans cette intervention, a employé des termes très durs, allant jusqu'à accuser l'Afrique du Sud de participer au combat aux côtés de l'armée congolaise. Cela n'a rien d'anormal, mais également à côté des forces génocidaires. Et il a parlé des FDLR. Et là, justement, ça prend une autre tournure. Je vous propose d'écouter l'extrait de cette intervention du président Paul Kagame. For the last 2 days, on Monday and today this morning, I spoke with the president of South Africa, who sought me out to speak with me on this matter because of their involvement in Eastern Congo. And he's also there pretending to be playing a peacemaker role, and he has a force that has been fighting alongside FDLR and has been fighting the M23 on the instructions of Tshisekedi, because these are people who are not supposed to be in Congo, that these are from Rwanda, or the M23 are not Rwandans, please. These are Congolese, and one time he accepts it, then another time he says no, part of it is yes, and then the other part is from Rwanda, and these are he keeps on going. And how do we, leaders of our own countries, accept this to go on forever and just accept that we shall be manipulated by
Tshisekedi or whoever is supporting him. And South Africa dares even issue threats about what is likely to happen after that and so on and so forth. Of course, we will see what threats they are talking about. Donc, il y a cet incident diplomatique entre le Rwanda et l'Afrique du Sud, incident provoqué par la mort des soldats sud-africains de la SAMI-DRC. Et après l'appel du président Cyril Ramaphosa, selon les informations fournies par la ministre de la Défense sud-africaine, les positions de l'armée sud-africaine à l'est de la République démocratique du Congo n'ont plus été touchées. Ce qui veut dire en réalité que le président Paul Kagame a bien un contrôle total sur les opérations qui se déroulent à l'est de l'État congolais. Cela veut dire que s'il voulait que les combats s'arrêtent, les combats s'arrêteraient sans délai. Mais s'il continue, justement, c'est qu'il a des intérêts. Donc, il y a cet incident diplomatique, mais également, comme vous le savez, il y a des conséquences énormes de ce conflit sur la situation humanitaire, puisque plusieurs déplacés sont signalés dans certaines parties de l'est du pays, mais également d'autres ont traversé la frontière. On a vu même le personnel humanitaire qui était basé à Goma a traversé la frontière entre Goma et Gisenyi. Il y a eu même des ressortissants congolais qui travaillaient pour des ONG et pour des organisations internationales onusiennes sont passés par Kigali pour pouvoir prendre l'avion et se rendre à Kinshasa. Cela a été possible. Et donc, comme on le voit, les combats s'intensifient et cela a des répercussions intenses sur le plan diplomatique. Nous allons revenir sur différentes initiatives visant à résoudre ce conflit. Mais tout le monde appelle à un cessez-le-feu immédiat et à la reprise des négociations. Et quand on parle de négociations, on parle en réalité de deux processus. Et on voit que les interventions divergent sur quel processus privilégier plutôt que l'autre. Il y a le processus de Nairobi, chapeauté par l'ancien président Uhuru Kenyatta, qui vise en fait à instaurer un dialogue entre l'État congolais et plusieurs groupes armés qui sont signalés dans l'est de la République démocratique du Congo. On parle dans l'ensemble de plus de 100 groupes. Et tout le monde, les responsables de ces groupes-là, sont appelés à participer aux négociations avec l'État congolais sous la médiation d'Uhuru Kenyatta. Ça, c'est le processus de Nairobi. Et il y a un autre processus, le processus de Luanda, piloté par le président angolais Joao Lourenço, qui vise à rétablir des relations normales entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Même si, on le sait, quand on parle de ces relations-là, on va faire intervenir différents sujets, notamment le M23 et la FDLR, mais ces derniers mouvements ne participent pas aux négociations. Ce sont des négociations qui se déroulent entre deux gouvernements. Et on l'a suivi, on en a parlé ici. Depuis le mois de juillet 2024, il y a eu des réunions techniques entre les experts des deux pays. Il y a eu des réunions au niveau ministériel et on en est arrivé en décembre au niveau des chefs d'État qui devaient signer l'accord de paix le 15. Mais juste la veille, comme nous l'avons également évoqué ici, la veille, le Rwanda a amené une autre condition que
la République démocratique du Congo négocie immédiatement, directement avec les rebelles du M23. Sauf que le gouvernement congolais ne veut pas entendre, puisqu'il s'agit pour les autorités congolaises d'une ligne rouge. Mais si on veut comprendre pourquoi les autorités congolaises ne veulent pas et ne doivent pas négocier directement avec les rebelles du M23, c'est qu'il y a eu des précédents. Il faudrait peut-être rappeler ici l'historique de la présence de l'armée rwandaise et des groupes formés par le Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo. Il convient de rappeler l'histoire pour qu'on puisse mieux comprendre. Vous le savez, l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo vient directement des problèmes rwandais. Lorsque le FPR du président rwandais Paul Kagame a pris le pouvoir à Kigali en juillet 1994, cela a provoqué un exode massif de plusieurs milliers de Rwandais qui se sont installés dans les camps de réfugiés dans les pays limitrophes. Il y en a qui étaient installés à l'ouest de la Tanzanie, il y a ceux qui étaient installés au nord du Burundi, mais la majorité d'entre eux étaient dans les camps de réfugiés à l'est du Zaïre. À l'époque, ça s'appelait le Zaïre du président Mobutu. Autour, plusieurs camps de réfugiés étaient signalés au sud du Kivu et d'autres dans le nord du Kivu. Au total, on parlait d'entre 2 millions et 3 millions de personnes réfugiées rwandais installés à l'est de la République démocratique du Congo. Et le problème, c'est que parmi ces réfugiés-là figuraient des éléments de l'armée vaincue, qu'on appelait alors les ex-FAR, les ex-forces armées rwandaises, qui étaient parmi les réfugiés et qui étaient toujours armés et qui prévoyaient des opérations militaires sur le territoire rwandais. Et donc, le Rwanda prenait cela comme une menace, bon, bien légitime, bien sûr, et appelait le gouvernement du Zaïre à faire la différence entre les armées, entre les militaires, et qu'il fallait désarmer, et les réfugiés normaux qui étaient appelés à rentrer au pays. C'était des revendications légitimes. Les négociations se sont instaurées entre les deux pays. On parlait de l'éloignement, les réfugiés qui ne voulaient pas rentrer, il fallait les éloigner à au moins 200 km de la frontière rwandaise, mais il fallait tout d'abord désarmer les ex-FAR. Les négociations sont allées bon train. Les gouvernements se sont envoyés des délégations respectives pour parler de cette question. Il y a eu des délégations de haut niveau. Le premier ministre rwandais, qui s'appelait alors Pierre Célestin Rwigema, s'est rendu avec une forte délégation à Kinshasa. Et le premier ministre du Zaïre, Kengo Adondo, s'est rendu également à Kigali pour évoquer de cette situation. Il y a eu également des réunions tripartites qui impliquaient le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Cela semblait aller de l'avant, il y avait des développements tangibles. En gage de sa bonne volonté, le gouvernement du Zaïre a procédé à l'arrestation des ressortissants rwandais figurant parmi les réfugiés, mais qui étaient considérés comme des intimidateurs qui empêchaient les réfugiés rwandais de retourner chez eux. Ces gens-là ont été arrêtés, ont été placés en détention à Kinshasa. C'était l'une des premières mesures prises par le gouvernement du président Mobutu Sese Seko pour montrer sa bonne volonté à résoudre cette question.
Au moment où justement les mesures ont commencé à être prises, le FPR a choisi l'option militaire. Et au mois de novembre 1996, les troupes rwandaises, appuyées par les troupes ougandaises et les troupes burundaises, le Burundi était dirigé à l'époque par le major Pierre Buyoya. Donc, ces troupes-là ont traversé la frontière et sont allées détruire les camps de réfugiés rwandais à l'est de la République démocratique du Congo, qui s'appelait alors le Zaïre. Beaucoup de réfugiés ont été forcés de rentrer, ils sont rentrés par la force. D'autres ont préféré fuir vers l'ouest. Ils ont été poursuivis et beaucoup d'entre eux ont été sauvagement massacrés. Donc, les camps de réfugiés ont été détruits, comme cela, aux yeux de la communauté internationale. Mais le FPR ne s'est pas arrêté là. Au lieu de revenir, de rentrer dans le pays, puisque la menace des camps de réfugiés n'existait plus, le FPR a créé un mouvement politique, mais au nom des Congolais. Il a baptisé l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Les autorités rwandaises, aidées par les autorités ougandaises, sont allées chercher un ancien dissident opposant au président Mobutu, un certain Désiré Kabila qui avait voté en Tanzanie et l'ont placé à la tête de ce mouvement nouvellement créé. Et les troupes rwandaises, avec les troupes ougandaises et les troupes burundaises, ont marché sur Kinshasa sous le couvert du mouvement prétendument congolais qui s'appelait la FDLR. Et au mois de mai 1997, ils sont parvenus à renverser le régime du feu maréchal Mobutu Sese Seko et ont placé à la tête du pays Laurent Désiré Kabila. Et le gouvernement que Laurent Désiré Kabila a formé était composé de plusieurs personnalités dont les noms étaient à consonance rwandaise, comme les Bizima Karaha, comme les Deograzi Asibouguera et j'en passe. Mais ce qui a attiré l'attention, c'est la nomination au poste d'état-major, au poste de chef d'état-major de l'armée, d'un officier rwandais qui n'était pas inconnu, qui était un proche et qui le reste jusqu'à présent, et fidèle du président Kagame, en la personne du général James Kabarebe. Donc le président Laurent Désiré Kabila, congolais, avait un chef d'état-major qui était un étranger, qui était un Rwandais. James Kabarebe était en réalité chargé de surveiller les faits et gestes du président Laurent Désiré Kabila et de lui dicter les ordres venus de Kigali. Autrement dit, en mai 1997, c'est le Rwanda qui a pris le pouvoir à Kinshasa. Laurent Désiré Kabila n'était qu'un président de façade. Mais la situation pour le président Kabila a fini par devenir intenable. Et c'est ainsi qu'en 1998, n'en pouvant plus, lorsqu'il en a eu marre, il a voulu s'émanciper et il a prié les Rwandais de rentrer chez eux, à commencer par son chef d'état-major. Les Rwandais ont voulu résister, mais ont fini par rentrer chez eux. Ce qui a provoqué la colère du président rwandais Paul Kagame, qui était alors vice-président, mais qui était en fait le véritable chef du pays, et qui a organisé une expédition militaire visant à aller renverser le président Laurent Désiré Kabila. Cette expédition militaire
dirigé par le général James Kabarebe, s'est finalement soldé par un échec, suite notamment à l'intervention des États de la région qui ont envoyé leurs armées, notamment l'Angola et le Zimbabwe. Même si ça s'est soldé par un échec, Kigali n'a pas renoncé à contrôler la République démocratique du Congo. Et c'est justement juste après l'échec de renverser le président Kabila qu'un premier mouvement a été créé à l'est du Zaïre, à l'est de la République démocratique du Congo, et ça s'appelait alors le RDC Goma. Le RCD, le Rassemblement congolais pour la démocratie, qui était basé à Goma, dirigé par un Congolais qui s'appelait Jean-Pierre Ndekane, mais on savait bien justement que les véritables chefs étaient des agents envoyés par le Rwanda. Dans l'entretemps, les expulsions rwandais ont fini par avoir la tête de Laurent Désiré Kabila, qu'ils ont assassiné en 2001. Et Laurent Désiré Kabila a été remplacé par son fils, Joseph Kabila. Joseph Kabila, signalons-le, qui est un ancien chef de camp du général James Kabarebe, fidèle et proche du président rwandais. C'est lui qui a été placé à la tête du pays. Et chaque fois, justement, que le Rwanda créait ces mouvements-là, nous avons parlé de RCD Goma, plus tard, il y a eu le CNDP et maintenant le M23, il y avait eu des négociations entre les mouvements rebelles et le pouvoir de Kinshasa, dirigé par quelqu'un qui était manipulé par Kigali. Et les exigences de ces mouvements, de ces rébellions créées par Kigali, c'était que, évoquant des problèmes de discrimination dont faisaient l'objet des populations rwandophones de l'Est du pays, ils exigeaient des postes de commandement dans la hiérarchie militaire du pays et des postes au sein de l'administration civile au niveau provincial et au niveau national. Mais au moment de procéder à la nomination des gens à ces postes obtenus au cours des négociations, ce ne sont pas des rwandophones du Nord Kivu ou de l'Est du pays qui étaient nommés, mais plutôt des agents de renseignement du gouvernement rwandais. Et c'est ainsi que depuis longtemps, le Rwanda a continué à influencer les affaires internes de la République démocratique. Avec l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir, on le dit maintenant, mais on sait pourquoi. Lorsqu'il a tendu la main à Paul Kagame pour que les deux pays puissent engager un partenariat franc, le Rwanda a vu en réalité qu'il était en train de perdre le contrôle qu'il avait sur le déroulement de l'administration, la gestion des affaires internes de la République démocratique du Congo. Même si on lui tendait la main, même si Tshisekedi tendait la main à Paul Kagame a compris que ce partenariat-là ne l'arrangeait pas du tout. Et pour lui, il a fait ce qu'il avait l'habitude de faire, il a réactivé le mouvement du M23 en 2001. Donc maintenant, pourquoi nous avons tracé toute cette histoire? Nous sommes revenus sur l'histoire de ces presque 30 dernières années. C'est que c'est une habitude. Si le président rwandais insiste maintenant pour que le gouvernement congolais négocie directement avec la rébellion du M23, qui est une ligne rouge tracée par le gouvernement congolais, c'est que le gouvernement rwandais voudrait influencer justement les négociations, faire ce qu'il a pris l'habitude de faire,
et avoir des postes au sein de l'administration congolaise et au sein des postes de commandement de l'armée congolaise. Signalons que jusqu'à présent, à cause justement de ces pseudo négociations des années passées, le Rwanda dispose encore, même si ça diminue, le nombre diminue, c'est sûr, il y a encore des gens au sein de l'armée congolaise et au sein de l'administration congolaise qui travaillent pour les intérêts de Kigali, non pas pour les intérêts de l'Europe. Et c'est ça que le gouvernement congolais veut changer. Et c'est pour cela justement que cette ligne rouge a été tracée, pour que le Rwanda n'ait plus son mot à dire dans le déroulement des affaires du pays. Et c'est cela qui met en colère Kigali, qui va perdre beaucoup d'intérêt si le Congo se débarrasse de l'influence de Kigali. Et c'est justement là la bataille. Et c'est pour cela que nous disons au Congo, au gouvernement congolais, il faut que cette ligne rouge continue d'être rouge. Si jamais vous cédez et que vous voulez négocier encore directement avec la rébellion du M23, vous aurez commis une erreur monumentale que vous regretterez amèrement. Parce que c'est Kigali qui va négocier, qui va imposer ses conditions et qui va encore continuer à contrôler votre pays comme il a pris l'habitude de le faire. Donc, je le répète, il faut que cette ligne rouge reste une ligne rouge. Dans l'entretemps, nous l'avons suivi, le président congolais Félix Tshisekedi, dans son allocution de ce mercredi, a promis de mettre fin à l'aventure du M23 du Rwanda. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. J'ai personnellement convoqué et présidé des réunions de crise avec une équipe restreinte du gouvernement, le haut commandement militaire ainsi qu'une réunion interinstitutionnelle afin d'évaluer les récents développements de la situation et de lever les options pour repousser les agresseurs et reconquérir chaque parcelle de notre territoire. À cet effet, j'ai nommé ce 28 janvier le général-major Évariste Somo Kakule au poste de gouverneur militaire du Nord Kivu pour renforcer la coordination des opérations militaires et restaurer l'autorité de l'État. Parallèlement, nous avons engagé d'importantes démarches diplomatiques, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que dans le cadre du processus de paix de Luanda, auquel nous restons pleinement engagés malgré les obstacles. Nous privilégions la voie du dialogue, mais toujours avec lucidité, tout en restant fermement résolus à défendre notre territoire et notre souveraineté par tous les moyens nécessaires. J'ai instruit le gouvernement de mettre en place des mesures rigoureuses de réduction du train de vie des institutions et de leurs animateurs afin que les ressources ainsi économisées soient directement réorientées vers le soutien à nos forces armées. Dans cet effort national, j'en appelle également à la responsabilité du secteur privé, qui est invité à contribuer activement à cette cause commune. Nos soldats se battent avec héroïsme pour la défense de notre intégrité territoriale et de notre souveraineté. Ils ont besoin de notre soutien total, qu'il soit moral, matériel ou logistique. Mais j'aimerais qu'on comprenne, il a promis des moyens, il a promis qu'une riposte rigoureuse est en cours, mais ce qui est quand même regrettable, c'est que avec l'intensification des combats ces derniers mois, le gouvernement congolais n'a pas fait ce qu'il fallait pour que cette riposte puisse avoir lieu
avant la prise de la ville de Goma. J'ai vu certains Congolais, mais jusqu'aux membres du gouvernement, qui disaient que les forces armées congolaises n'avaient pas assez de moyens. Et même la SAMI DRC, par la voix de la ministre sud-africaine de la Défense, il paraît que même la SAMI DRC n'avait pas assez de moyens. Même la MONUSCO n'a pas assez de moyens. Et si vous n'étiez pas suffisamment équipé face à l'armée aguerrie rwandaise, vous n'aurez pas, vous ne pourrez pas résister assez longtemps. Pour appuyer ce que je disais tout à l'heure, les intérêts de Kigali, que le Rwanda veut défendre par le biais des rebelles du M23, qui exigent justement les négociations directes entre le Rwanda, entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23. J'ai suivi avec intérêt une interview que l'ancien ministre des Affaires étrangères du Congo, Christophe Lutundula, actuellement sénateur, a accordé à Radio France Internationale. Il abondait plus ou moins dans ce que je disais tout à l'heure. Suivez-le. Christophe Lutundula, bonjour. Bonjour. Pourquoi le M23 et le Rwanda ont-ils décidé d'attaquer Goma à la fin de ce mois de janvier? Je pense qu'il y a les raisons suivantes. La première, c'est que Goma, c'est une plaque tournante économique, particulièrement en ce qui concerne le commerce de produits miniers. Mais il y a une autre raison, une raison politique. C'est la soif d'hégémonisme du président Kagame. Il veut démontrer à la communauté internationale qu'il est le seul interlocuteur valable avec lequel il faut traiter en ce qui concerne les questions de sécurité, de paix et même les questions de coopération avec la région de Grand Nord. C'est comme qui dirait, il veut devenir le successeur du président Mobutu, qui a joué le même rôle pendant la période de la guerre froide. Toujours sur le plan politique, en fait, il veut humilier le peuple congolais en obligeant le président Tshisekedi de négocier avec ses protégés qui constituent son cheval de Troie, les M23. Oui, alors cette attaque survient en effet 5 semaines après l'échec de la rencontre de Luanda, où Paul Kagame avait exigé que Félix Tshisekedi ouvre un dialogue avec les rebelles du M23. Le président congolais avait refusé. Est-ce qu'aujourd'hui, Paul Kagame cherche à imposer ce dialogue par la force? Mais il ne s'en est jamais caché. Il a toujours dit qu'il n'y aura pas de solution s'il n'y a pas de négociation directe avec les M23. Mais là, je crois qu'il se trompe. Le président Tshisekedi, il a des fondamentaux. Quand il dit que c'est la ligne rouge, je crois que j'ai travaillé avec lui pendant 3 ans. Ce sont des lignes, pas seulement le dialogue, l'intégrité territoriale, la souveraineté. Je ne crois pas du tout que Tshisekedi va accepter. Il est vraiment catégorique et il sera toujours le fils de son père. Donc vous pensez que Félix Tshisekedi va refuser ce dialogue direct avec le M23, mais ce qui frappe les observateurs depuis 3 jours, Christophe Lutundula, c'est le refus de l'Union africaine et des 3 pays qui représentent l'Afrique au Conseil de sécurité, l'Algérie, la Sierra Leone, la Somalie, de nommer le Rwanda comme pays solidaire des rebelles du M23 dans l'attaque sur Goma. Comment expliquez-vous cette bienveillance à l'égard du président Kagame? Mais c'est très simple, c'est des modus operandi, je n'ose pas dire l'ADN de l'Union africaine. Nous en avons l'expérience, nous avons connu une crise politique grave du temps du président Mobutu, conférence nationale et ainsi de suite. L'Union africaine n'a rien fait. Il y a les grands barrages de la Renaissance qui opposent l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. De l'Union africaine s'est mis à l'écart. Donc ce n'est pas une surprise. De toutes les façons, l'Afrique a un problème d'assumer sa souveraineté. Être souverain, c'est être capable de résoudre ce problème par soi-même. Donc il y a des intérêts économiques, les connexions avec les multinationales et les États qui soutiennent le président Kagame et qui profitent du pillage de ressources naturelles de la RDC, donc des pays africains, évitent de bousculer, d'indisposer ces États tutélaires. En Afrique centrale, l'armée rwandaise est redoutée. Est-ce qu'elle fait peur à certains pays qui, du coup, n'osent pas se fâcher avec Kigali? Bon, écoutez,
On sait aujourd'hui que l'armée rwandaise est présente dans certains pays où il protège justement certains intérêts. Je ne veux pas énerver la susceptibilité diplomatique de ce pays-là. Il y a le Mozambique, il protège ce que vous savez. Il y a la Centrafrique, au Bénin, le Rwanda forme l'armée. Et on peut continuer la série. Donc effectivement, c'est un élément qui intervient en conjugaison avec le fait d'éviter d'énerver la susceptibilité des tuteurs. Je crois que dans les circonstances actuelles, on doit être un peu plus ferme au niveau des décideurs. Et je crois que dans ce sens-là, tous les mécanismes de vérification qui ont été mis en place ne valent pas de la peine. Il faut les remplacer, à mon avis, par un dispositif de garantie mutuelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si on peut déployer le long de la frontière RDC-Rwanda une force internationale tampon garantie par le Conseil de sécurité, l'Union européenne et peut-être l'Afrique avec le Conseil de paix et sécurité, de manière que le Rwandais sorte et que cette force garantisse qu'il n'y aura pas d'incursion parce que le Rwanda parle d'FDLR. Que de notre côté, le Rwanda va sortir, le M23 va se replier, rentrer dans ses positions d'antan et cette force va créer les conditions du dialogue avec le Rwanda. Il faut ouvrir cette perspective-là, mais semble-t-il. Christophe Lutundula, merci. Pour revenir sur le plan de la diplomatie, nous avons suivi également ce qui s'est dit au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a eu une réunion dimanche, nous en avons déjà parlé. Il y a eu une autre réunion mardi. Tout le monde a condamné, sans embâche, le Rwanda. Elle a invité à retirer ses troupes de la République démocratique du Congo. Ça, c'est les Nations Unies. Il y a eu la Grande-Bretagne qui a menacé le Rwanda de gérer l'aide financière qu'il devait lui accorder. Ça aussi, on a vu, c'est une réaction positive. Il y a eu l'Allemagne qui a décidé de renoncer, de suspendre une réunion sur le plan du développement qui devait avoir lieu entre le Rwanda et le pays, l'Allemagne. Ce sont des réactions internationales qui sont là pour condamner le Rwanda. Mais ce que déplorait beaucoup, c'est que ça reste au niveau des déclarations, des vœux pieux. Alors qu'il pourrait y avoir des sanctions pour que le Rwanda soit ramené à la raison et que le Rwanda retire ses forces de la République démocratique du Congo. Mais la prise de Goma, d'ailleurs, signalons que ce n'est pas la première fois que le M23 occupe la ville de Goma. Déjà en novembre 2012, ils avaient occupé la ville de Goma. Et ils ont dû quitter leur opposition dans la ville parce qu'il y a eu des négociations, il y a eu des condamnations au niveau international. Mais ce que veut le président rwandais maintenant, en occupant la ville de Goma, c'est que même s'il y a eu des condamnations au niveau international, ces condamnations-là ont été suivies par des négociations entre le gouvernement congolais et le M23. C'était en 2012. Même si après le M23 a été vaincu militairement, mais il espère, le président Kagame, que cette fois-ci également, ces condamnations internationales seront suivies par les négociations directes entre le Congo et la rébellion que le Rwanda appelle de tous ses voeux. Sauf que justement, ce qui n'est pas sûr parce que le Congo a tracé cette ligne rouge. Donc, il y a eu ces condamnations internationales. Au niveau régional, on a suivi ce mercredi. Mais avant peut-être au niveau régional, avant d'aller sur le plan régional, commençons par cet appel de Marc Rubio, le secrétaire d'État américain, qui a appelé les deux présidents, le président rwandais Paul Kagame et le président congolais Félix Tshisekedi.
Et ce qui est intéressant dans l'appel de Marco Rubio, qui représente la nouvelle administration de Donald Trump, c'est qu'il a dit que son administration soutient le processus de Luanda. Autrement dit, ce que veut le Rwanda, de pousser le Congo à négocier avec la rébellion du M23, ce n'est pas la position américaine. Et là, c'est très important. C'est le processus de Luanda qui est mis en avant. Et puis, au niveau régional, justement, il y a Joao Lourenço, le médiateur nommé par l'Union africaine, qui a appelé cette semaine, c'était mercredi ou mardi, je ne sais plus, qui a appelé les rebelles à quitter toutes les positions conquises récemment et appelé à la reprise des négociations dans le cadre de ce processus de Luanda, ce qui n'arrange pas les affaires de Kigali. Et Kigali, au lieu de privilégier le processus de Luanda, qui a échoué en décembre 2024, suite au refus du président Paul Kagame de se rendre à Luanda pour rencontrer son homologue congolais, Paul Kagame a trouvé de nouveaux alliés et s'est retourné vers les chefs d'État de l'EAC et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est. Et ce mercredi soir, justement, nous en avons parlé au début, il y a une réunion regroupant Paul Kagame, le président Evariste Ndayishimiye était là, mais lui, normalement, nous savons que c'était un allié de Félix Tshisekedi, mais il a participé tout de même. Il y a eu le président kenyan, William Ruto, qui avait convoqué à cette réunion, qui s'est tenue à distance, c'était en visio. L'Ougandais Yoweri Museveni, le Sud-Soudanais Salva Kiir, il y a eu des représentants du Soudan, de l'Éthiopie et de la Somalie. Et il y a eu également une participation du président égyptien El-Sisi. Et c'est cette réunion, ce sommet virtuel, a appelé le Congo à négocier avec la rébellion du M23. Donc, vous voyez maintenant, il y a deux parties. Il y a cette partie régionale qui est favorable à la position du Rwanda, et il y a une partie plus ou moins large de la communauté internationale, à commencer par les États-Unis, la Grande-Bretagne, qui vise à s'aligner sur les accords de Luanda. Ce qui est sûr, c'est que la prise de la quasi-totalité de la ville de Goma par les rebelles du M23 et qui sont en train de se diriger vers la province du sud de Kivu a provoqué, comme en 2012 d'ailleurs, une émotion internationale et qui, pour moi, est en train de tourner à l'avantage du président congolais, qui promet une riposte rigoureuse, mais qui voit aussi que la communauté internationale commence à lui donner raison. Et c'est là que nous voulons terminer cette émission. Nous voulons, dans le cadre de ces efforts diplomatiques qui portent leurs fruits, il y a une séquence que j'ai vue dans les questions au gouvernement au Sénat français. Lorsque des voix se sont élevées, un sénateur a demandé au ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, pourquoi la France ne participait pas aux efforts de condamnation du Rwanda, mais surtout, pourquoi il ne fallait pas aller jusqu'à prendre des sanctions contre le Rwanda. Et je vais vous laisser suivre cette séquence, c'est très intéressant, mais ça montre justement que les choses sont en train de bouger.
Depuis plus de 30 ans, le conflit qui ensanglante la région du Kivu et plus largement l'est de la RDC ne cesse de préoccuper la communauté internationale sans pour autant qu'elle prenne une position claire et sans ambiguïté. À chaque action des milices, à chaque drame, une condamnation, un soutien et rien de plus. Avec la prise de Goma par le M23, nous atteignons un point de bascule. Là encore, il n'y a eu qu'un soutien à la RDC et une condamnation du M23 et du Rwanda. Hier, notre ambassade à Kinshasa et plusieurs autres ont été les cibles d'attaques inadmissibles. Pour autant, ces actes condamnables en disent long sur la perception par l'opinion locale de l'inaction de la communauté internationale face aux crimes de guerre commis en République démocratique du Congo. Alors, n'est-il pas temps, Monsieur le Ministre, d'aller au cœur et au fond du problème, c'est-à-dire de prendre enfin des sanctions ciblées contre le M23 et surtout contre les deux pays qui le soutiennent et l'arment depuis bien trop longtemps, à savoir l'Ouganda et le Rwanda. La France condamne fermement l'offensive menée par le M23 et soutenue par les forces armées rwandaises. Elle porte atteinte à l'intégrité territoriale et à la souveraineté congolaise. Elle aggrave une crise humanitaire qui est d'ores et déjà la deuxième, la plus grave sur toute la planète, en ayant provoqué depuis le début de l'année plus de 400 000 déplacements de population, après les 2 millions de personnes déplacées l'année dernière, et en mettant à rude épreuve les forces onusiennes, la MONUSCO qui sur place protège les populations civiles et dont 3 casques bleus ont d'ores et déjà payé de leur vie leur engagement au service de leur protection. Dans ce contexte, la France se mobilise. Le président de la République ces derniers jours s'est entretenu avec les 2 chefs d'État ainsi qu'un certain nombre d'autres dans la région pour créer les conditions du rétablissement du dialogue. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, nous avons soutenu la République démocratique du Congo dans sa demande d'organiser 2 réunions d'urgence et nous avons porté une déclaration dans laquelle les agissements du M23 soutenus par les forces armées rwandaises sont condamnés ouvertement et sans aucune forme d'ambiguïté. Et avant-hier à Bruxelles, c'est sous notre impulsion que la haute représentante de l'Union européenne a à son tour condamné cette offensive et appelé à un cessez-le-feu immédiat. Vous le savez, jusqu'à présent, c'est le processus de Luanda qui a organisé la relation entre RDC et le Rwanda, et c'est le processus de Nairobi qui a organisé les relations entre le RDC et les groupes rebelles dont le M23 fait partie. Ce sont des médiations qui auraient dû porter des fruits et qu'il faut continuer de soutenir, mais en tout état de cause, c'est par le dialogue et par la diplomatie que une solution sera trouvée à l'escalade à l'est de RDC et à plus long terme, c'est en s'attaquant aux causes profondes du conflit, qui sont des causes de nature économique, de nature minière, que la région pourra retrouver la paix, la stabilité et la prospérité. Monsieur Frassa. Monsieur le ministre, on condamne, mais il manque l'essentiel. C'est-à-dire que, rien que pour vous rappeler, l'Union européenne finance à hauteur de 20 millions l'armée rwandaise pour intervenir au Mozambique, sans aucune garantie ni aucun contrôle que ce financement n'aille pas ailleurs. Le Rwanda est un exportateur de coltan, alors il n'y en a pas 1 gramme sur son sol. Et 60 à 80% des réserves mondiales de coltan se trouvent, comme par hasard, à l'est de la RDC. Là aussi, il y a quand même de quoi s'étonner qu'il n'y ait pas de sanctions là-dessus. Je relaye et je fais, au nom de 95 parlements francophones, l'appel solennel à ce qu'il y ait des sanctions. Ce serait l'honneur de la France d'être à la tête de demandes de sanctions contre l'Ouganda et contre le Rwanda. Ce serait son honneur. Nous reviendrons peut-être sur cette histoire, cette affaire, ce conflit de l'Est de la République démocratique du Congo. Mais il y a eu des développements ces derniers jours, nous voulions les évoquer, c'est ce que nous avons vu, avec de nouveaux développements qui ne manqueront pas d'avoir lieu, nous en parlerons également. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Prochain rendez-vous bientôt pour d'autres sujets. Au revoir et portez-vous bien.